Salut! Je viens vous raconter une semaine que j'ai passée comme dans un monde parallèle. Je suis partie dans un pays que je ne connaissais pas. On m'a proposé un stage de ma formation thérapeute holistique qui est en cours et que je vais vous présenter plus en détail bientôt, très bientôt. Et j'ai dit oui tout de suite parce que vous me connaissez, j'aime l'aventure. Donc j'ai dit oui, je suis partie et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais qu'il allait y avoir de la neige, qu'il allait faire froid, voire très froid. Et voilà, ce pays c'est la Finlande. Et le stage se passait dans un chalet au milieu d'une forêt complètement préservée. On a pu voir des empreintes d'animaux divers, d'oiseaux, d'écureuils, de lapins, mais aussi des empreintes énormes qui pourraient ressembler à des empreintes de chiens, mais beaucoup plus gros. On a d'abord pensé à un loup, puis en discutant avec le propriétaire du chalet, il nous a dit que ça pouvait aussi être un lynx. C'est pour dire à quel point cette forêt était vraiment préservée de l'humain, qu'il n'y avait personne à des kilomètres, juste la forêt, un lac. Nous étions 4 au début, puis pour cette expérience exceptionnelle de méditation et de retraite dans le silence total pendant 10 jours, nous étions 2 au début pour les 3 premiers jours et j'ai continué 7 jours seule dans ce chalet. Et je vais vous expliquer maintenant tout ce que j'ai vécu. Et ici c'est Roxy qui m'accompagne moralement par sa douceur. Excuse-moi Toutou. Bon dodo. Tu dis bonjour à YouTube. Coucou. Le chat est un exemple merveilleux de qu'est-ce qu'est la méditation, la contemplation, le calme et pause. Les chats sont vraiment un bel exemple. Qu'est-ce qu'est la pause? Et ça, c'est la pause de Roxy qu'elle adore. Toujours sur le dos et genre... Elle est ouverte et en confiance de tout ce qui peut arriver. Ça, c'est Jack. Coucou Jack. Donc, au niveau de la logistique, comment ça se passe? Donc l'eau, c'est au lac. Il y a un carré de glace qui est découpé et on va chercher des bidons d'eau pour tout ce qui est vaisselle, toilette, toilette hygiène. Les toilettes, les WC sont à l'extérieur dans une cabane. Donc à chaque fois que j'ai envie d'y aller, je m'habille, je marche, je tente de ne pas tomber sur la glace. Pour le feu, on va chercher du bois aussi pour avoir du chauffage. Il y a des chauffages électriques, mais on renforce avec du feu. Les repas, on m'amenait chaque jour. Mon enseignant m'amenait chaque jour des repas véganes, bio, hyper sains et délicieux, hyper riches dans toutes les vitamines possibles. Et dans cette retraite particulière qui a inspiré du bouddhisme, l'idée c'est de ne pas manger après-midi. Et moi j'ai paniqué, je me dis oh mon Dieu, mais je mange toutes les 2 heures. J'ai même fait des cauchemars avant d'y aller. Je me dis je vais avoir faim, comment je vais faire? Et au final les repas sont tellement délicieux et riches de toutes les vitamines, de tous les oligo-éléments, de tous les nutriments dont j'avais besoin, je n'ai pas ressenti la faim une fois. Et ça, c'était vraiment exceptionnel pour moi qui suis un ventre sur pattes, croyez-moi ou pas. J'adore manger et tout le temps. J'ai toujours dit que j'avais faim tout le temps et toute la journée. Et là,
Juste de me dire non, après manger, tu n'as plus besoin de manger. Tu vas méditer, tu vas faire d'autres choses, tu n'en as plus besoin. Eh bien, c'est vrai. Il y a eu des moments où je me suis surprise à aller vers le placard, à juste aller dans la cuisine par réflexe parce que j'avais envie de manger, ou que ce soit de m'occuper ou de remplir quelque chose. Je m'en rendais compte et je me disais, non mais c'est pas la faim, j'en ai pas besoin et j'ai pas envie de tricher non plus. Donc finalement c'était faisable et facile parce que mon corps avait tout ce dont il avait besoin. Aujourd'hui, je pense que je me remplis beaucoup à manger des choses parce que mon corps appelle un nutriment particulier que je ne lui donne pas. Donc il appelle toujours mange tel nutriment, et moi qui ne comprends pas, qui ne suis pas complètement à l'écoute, je mange pas ce qui lui convient. Donc je mange toute la journée et la faim, cette sensation de besoin persiste parce que je ne donne pas les vitamines dont mon corps a besoin et les vitamines qu'il appelle en particulier. Pour la communication, comme c'était une retraite de silence de 10 jours, j'avais une feuille de papier sur la table où je pouvais écrire mes réactions, questions, besoins, que ce soit de l'eau ou des besoins essentiels. Je l'écrivais sur une feuille et mon enseignant répondait sur la feuille par écrit. Évidemment, on ne parlait pas. Pour dormir, j'étais d'abord dans un lit. Et au 6e jour, mon enseignant m'a proposé de m'amener à un matelas de sol pour dormir par terre et vraiment aller au bout de l'expérience telle que les bouddhistes le vivent en réalité, c'est-à-dire sur un lit inconfortable. Ça fait partie du processus de cette expérience, de cette retraite, et ça a été très puissant, je vous en parle juste après. Donc mes journées, elles se passaient comment ? La consigne, c'était l'invitation, on va dire, c'était d'être assise et en conscience de tout ce qui se passe en moi, pour moi, dans mon corps, c'est-à-dire observer mes sensations corporelles, ma respiration, ça pouvait être mon rythme cardiaque aussi, mais principalement la respiration. J'observais mon souffle dans le mouvement du ventre, dans le mouvement de la poitrine et dans le ressenti de la gorge ou du nez. Et quand, au bout d'un moment, c'est très désagréable d'être assis pendant hyper longtemps, vous pouvez essayer, ça peut faire mal, ça peut être difficile, donc au bout d'1 heure à 2 heures, j'allais dehors et je marchais en conscience aussi. C'est-à-dire que je faisais des allers-retours en marchant, pas en contemplant le ciel, mais toujours en observant qu'est-ce qui se passait dans mon corps et dans mes sensations. Donc en marchant, c'était je lève le pied, j'avance, je pose, je lève, j'avance, je pose. Ces mots-là, je me les disais dans ma tête. Je notais dans ma tête tout ce qui se passait. Je lève, avance, pause. Lève, avance, pause. Et donc marche. Quand la marche était finie, au bout d'un moment, je sentais que le processus était ok, j'étais apaisée, etc. Je rentrais et je recommençais assise. Donc assis, debout, assis, debout. Et entre les deux, j'étais en conscience de chacun de mes gestes. Je lève le bras, je touche la poignée, je tourne la poignée, j'ouvre la porte, j'avance, je ferme la porte, j'avance, droite, gauche, droite, gauche. Et ça, toute la journée, H24, sauf les 6 heures où je dormais. Quand je mange également, je lève la cuillère, j'ouvre la bouche, j'avance mon bras, je mâche. Et je note mentalement tout ce qui se passe en moi. C'était difficile au début parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gestes que je faisais quand je m'habillais par exemple, ou quand je me brossais les dents, qui n'étaient pas conscients. Je faisais des choses et d'un coup je me dis « Ah mais je suis en train de faire ça !» J'ai oublié de le noter. Donc je ralentis et je note, et je note, et je note. Et c'était très intéressant de voir que j'avais des gestes, énormément de gestes et de mouvements inconscients. Je me dis, ah tiens, là je suis en train de me tordre, là je suis en train de me gratter la tête, là je suis en train de regarder le plafond. Et plus je notais et plus je voyais ce que je faisais inconsciemment.
il y a des mouvements que je faisais sans m'en rendre compte, et d'un coup j'arrivais à les voir, à me dire ah tiens, je suis en train de faire ça, je suis en train de me contracter parce que j'ai froid ou blablabla, on s'en fout, mais je suis en train de contracter mon corps, je suis en train de me relâcher. Donc de poser la conscience sur chacun de mes mouvements et de mes actes, ça a été la consigne générale des 10 jours, et c'était intéressant au début, puis très difficile, puis très ennuyeux. C'était très barbant, très chiant, comment dire. Des fois, je me disais, j'ai même pas envie de lever le bras, j'ai pas envie de noter, j'avais une flemme d'enfer en fait, plus rien envie de faire. J'étais assise sur le lit, j'étais là, je fais plus rien. Et il se passait plus rien, j'avais plus rien à noter à part mon souffle. Donc j'étais beaucoup plus sur le souffle la deuxième partie de la semaine. Donc les 3 premiers jours, c'était super, j'étais avec Sarah et j'étais très contente de faire ça à ses côtés. Je dis à ses côtés parce qu'on ne se parlait pas. On se croisait, on dormait dans le même chalet, hein, c'était pratiquement la même pièce. On mangeait ensemble, elle cuisinait pour moi. Moi, je voulais vraiment être à 100% sur ma méditation, donc je ne participais pas à la cuisine. Mais on mangeait ensemble, on s'asseyait les deux à table, côte à côte, et on ne parlait pas. Et là, c'est fou ce qui se passait dans ma tête. J'avais des élans des fois de dire « Ah, merci, c'est trop bon » ou « Ah, tu veux que je fasse la vaisselle » ou blablabla. Plein de choses, c'était « Ah, non !» Non, là, la consigne, non, on est dans une expérience de silence, ensemble. Et on a vécu ce moment incroyable où on était connectés par une expérience commune, sans communication. Et c'était intéressant de me dire « Ah tiens, ça j'aimerais en parler avec elle. On en parlera quand la retraite sera terminée, c'est-à-dire quand on retrouvera en France. Dans une semaine, on pourra parler de quelque chose. » Et là, c'était intéressant de voir qu'est-ce que je vais garder comme info à partager. Qu'est-ce qui est assez important pour que j'ai envie de le partager. Et je me suis rendu compte que dans les repas, il y a beaucoup de choses. Les premiers jours où j'avais envie de parler, le deuxième jour encore moins, le troisième jour encore moins. Finalement, les infos n'étaient pas si importantes. Ah, c'est délicieux, qu'est-ce que t'as fait, c'est chaud, c'est beau, c'est danana. C'est juste des commentaires, des descriptions. Et ça n'était pas indispensable de lui partager à ce moment-là. J'ai pu l'appeler une semaine après, échanger sur des sujets concrets de notre expérience. Et c'était super d'échanger sur vraiment des choses importantes pour toutes les deux. Donc l'expérience à deux, la conclusion c'est qu'est-ce qui est vraiment intéressant ? Pourquoi j'ai envie de parler ? Est-ce vraiment nécessaire ? Et aujourd'hui, quand je suis revenue dans la civilisation, je me pose la question parfois, j'ai envie de parler, est-ce vraiment nécessaire ? Il y a une citation que j'aime beaucoup qui est « Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ». Et c'est tellement ça. Quand je suis rentrée à l'aéroport et j'ai retrouvé mes parents, ma tante, mon oncle, enfin il y avait de la famille, donc repas de famille le soir même où je rentre, j'étais choquée de tous ces gens qui parlaient en même temps et qui ne s'écoutaient pas et des infos qui se répètent, mais « Ah, mais tu viens de le dire, ah, mais pourquoi, mais ah, je sais... » Et j'étais hallucinée de voir à quel point on parle. Enfin, quand je dis « on », moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, ça m'arrive tellement de fois où je parle juste pour parler, pour me plaindre, pour décrire ce que je vois, pour juste sortir ma pensée. Des fois, je parle, je pense à voix haute, on le dit parfois, je pense à voix haute. C'est quelque chose qui est fou parce qu'en communauté, si tout le monde pense à voix haute, c'est un gros brouhaha qui n'apporte pas forcément de valeur ajoutée.
Et là, j'étais vraiment bouche bée. J'ai mis 1 semaine, presque 2, à reparler de banalité facilement. Sinon, j'ai gardé ce silence-là avec moi après la retraite. C'est pas que je parlais plus, c'est que je parlais utile. Utile à mon sens, bien sûr. Hein. Je dis pas que c'était intéressant. Mais il y avait beaucoup moins de brouhaha. Plus de calme en moi, moins de brouhaha. Ensuite, j'ai reçu une nouvelle consigne. Comme ça se passait bien, au bout de quelques jours, mon enseignant, je sais pas si on dit mon enseignant, la personne qui me transmettait cette technique, qui est Frédéric Deltour d'ailleurs, qui est quelqu'un de vraiment formidable, très à l'écoute, j'allais dire très doux, mais oui c'est ça, très pédagogue et à l'écoute de ce que je vivais et qui m'apportait petit à petit les infos dont j'avais besoin pour que je puisse expérimenter à mon rythme sans me servir toutes les réponses sur un plateau. Et j'ai pu vivre pas mal de révélations, des choses que j'avais entendu parler, mais de les vivre concrètement, c'était très riche. Donc je lui partageais et petit à petit, il me donnait des consignes supplémentaires pour approfondir l'expérience. Et un matin, je lis donc sur ma feuille avec les messages. À présent, j'étais invitée à me focaliser, à mettre ma conscience sur mon intention. Donc après avoir noté « je lève le bras », maintenant j'essayais de mettre ma conscience sur le moment juste avant qui dit « lève le bras », l'intention de lever le bras avant qu'il se lève. Je ne sais pas si c'est clair. Au lieu de dire « je lève le bras », là j'observe que mon bras se lève, j'essayais de voir ma conscience à quel moment j'ai l'intention de lever le bras et le bras se lève. C'est qu'une fraction de seconde avant le mouvement, il y a une information qui vient dans mon bras et qui lui dit « bouge », hop, et le bras bouge. Et donc là, j'ai ralenti encore plus mes mouvements. Dans ma journée, j'étais de nouveau plus... Le pied droit se lève. J'observe l'intention de lever mon pied et je le vois se lever. C'est-à-dire qu'avant, j'avais ma conscience là qui regardait ce qui se passait. Et là, je me suis décalée juste avant de voir l'intention de chaque chose. Et j'ai pu voir que parfois, quand je ralentis vraiment, s'il n'y a pas d'intention, rien ne se passe. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis arrivée dans le calme et moins de mouvement, moins de paroles, moins de mental. Parce que quand il n'y a plus d'intention, rien ne se passe. Il me fallait sentir l'intention du mouvement. J'ai l'intention de sortir, aller aux toilettes. J'ai l'intention de me laver les dents. J'ai l'intention de me lever. Quand j'étais en assise, je sais pas si non pas en assise, en cours d'assise, j'étais en méditation assise. Avant d'ouvrir les yeux et de me lever, je prenais conscience de l'intention d'ouvrir les yeux, l'intention de me lever. Et là, on touche quelque chose. Je ne sais pas le décrire. C'est vraiment comme si je reprenais le contrôle de ce que je fais. C'était super puissant pour moi d'observer mes intentions. C'est pas comme si j'étais juste un pantin qui suit tout. Là, j'observais. Et donc, au moment où j'ai envie de me lever, je peux choisir si je me lève ou pas. Ça me redonnait le choix en chaque instant et la responsabilité de mes actions. Et ça, c'était assez ouf. Comme quand mon réveil sonnait à 4h du matin, j'ouvre les yeux. Enfin, j'ouvre les yeux. Déjà, je me dis, est-ce que j'ai envie d'ouvrir les yeux ? Personne ne me voit, il n'y a personne dans le chalet. Est-ce que ça vaut le coup de me lever ? Ah, j'étais en guerre en moi. J'étais vraiment en guerre et je me mettais des coups de fouet mental en disant, t'as choisi d'être dans cette retraite, maintenant t'y vas, fais l'expérience à fond, sinon t'es nul, blablabla.
Et en même temps, il y a l'autre voix qui dit ouais, mais il y a personne, personne te voit, qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors 1 heure de plus, et puis voilà, c'est cool. Et il y a un matin où ça a duré mes 45 minutes, jusqu'à 4h44. J'ai eu ce battle en moi. Est-ce que je me lève, est-ce que je me lève pas, à me retourner dans les deux sens, du coup, ni à rester dormir, ni à me lever, mais entre les deux. Et cette position de non-choix était mais tellement insupportable. Ça aussi, c'est quelque chose de très puissant dans la vie. Je me rends compte que quand je ne prends pas de décision, c'est super insupportable. Que je choisisse de dormir, c'est cool, ou je choisis de me lever, c'est cool, je passe à autre chose et je démarre ma journée. Mais d'être entre les deux, dans le non-choix, tellement inconfortable. Tellement inconfortable de ne pas savoir et d'entendre ces deux voix qui se fight et qui se jugent et qui disent non, mais toi tu fais ci, mais toi tu fais ça, gna 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 gna. Mais oui, Roxy, tu vois ce que je veux dire. Et nul. Donc après quelques matins comme ça, quelques dilemmes, et de voir la partie de moi qui a envie d'être, je suis à fond dans mon expérience, je vais atteindre une méditation sereine et je vais être en paix, etc. Et l'autre oui qui est là, qui se dit bah ça va, t'as déjà fait une retraite Vipassana, t'as touché 2-3 méditations agréables, t'as compris des trucs, c'est bon quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te fais subir ça? T'as mal au dos, t'as mal ici, t'en as marre, tu serais mieux en France en train de bosser, de faire tes projets. Et si tu sortais un calepin et d'écrire toutes tes idées? Et c'était assez fou parce que les deux voix étaient assez jugeantes et inconfortables. Et moi qui étais observatrice, moi je vois ces voix-là qui se... Je suis là, mais décidez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, peut-être tu te dis que je suis schizophrène. Je me dis, ah oui, alors il y a celui-là, il y a même des voix dans ma tête et tout. Mais c'est comme ça que ça se passe. Oui, j'ai des voix dans ma tête, j'ai des intentions contradictoires, j'ai des envies très contradictoires. Et c'est complètement ok. Complètement. Parce que je suis humaine, je suis quelqu'un de complexe. Et toi aussi, l'humain est hyper complexe. C'est pour ça qu'il y a des tas d'études incomplètes, qu'on essaye de comprendre l'humain, mais c'est un système tellement complexe et surtout plein de paradoxes. Plein de paradoxes. Et qu'on peut totalement être ça et ça. Que oui, j'étais quelqu'un qui médite hyper sereinement et quelqu'un qui fout le bordel parfois. Et je peux être les deux. Je ne suis pas obligée d'être l'un ou l'autre. Bref, je me disperse. On parlera de la dualité une autre fois peut-être. Ou de la non-dualité. Bref. Si tu as envie de goûter un tout petit peu, qu'est-ce que la méditation? Juste observer. Pour moi, observer ce qui se passe en moi, c'est tout. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Il y a des organes, il y a des trucs, et j'en sais rien de ce qui se passe en moi, tu vas me dire. Mais tu peux te servir de tes 5 sens. On t'a offert 5 sens pour ressentir. Alors, tu peux choisir d'explorer ces 5 sens, dire ah tiens, il y a le toucher. Comment je sens le fauteuil en dessous de moi? Comment je sens l'air sur ma peau? Qu'est-ce que je sens par mon toucher? La sensation de mes vêtements, la sensation de mes cheveux là sur mon front. Est-ce que je laisse pousser? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a comme autre sens? Les odeurs. Est-ce que je sens une odeur particulière? Le goût dans ma bouche. Et t'explores tes 5 sens. La vue. La vue, tu peux l'explorer les yeux ouverts et les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des images qui te viennent? Est-ce qu'il y a des couleurs qui attirent ton attention?
se servir des 5 sens, observer les informations que tes sens t'envoient. Mais ça, c'est génial. Parce que quand tu observes ce que tu ressens, sentir par tes sens, ça t'emmène automatiquement dans l'instant présent. Ça a coupé, je ne sais plus où on était. Ah oui, je vais te mettre un lien en dessous d'une vidéo qui explique vraiment comment j'ai vécu ces moments où j'étais concentrée sur ma respiration. Et puis, d'un coup, je ne sais pas d'où ça vient, je vais me mettre à penser à quand je vais rentrer, quand je vais raconter mon voyage, quand je vais faire mes vidéos. Puis après, je vais me dire, ah, mais avant de partir, est-ce que j'ai parlé, est-ce que j'ai dit ça à machine, etc. Et je vais complètement oublier que j'étais là en train d'observer ma respiration. Et ce truc-là, où je suis en train d'observer quelque chose, et d'un coup, il y a quelque chose qui me déconcentre, une pensée qui me fait partir à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur. C'est très bien expliqué par Moji. Je te mets la vidéo en dessous. Je ne sais plus si elle est en anglais, mais il y a les sous-titres. Et c'est vraiment cette idée de ta voiture avec... Enfin bref, je te spoil pas. Va regarder, c'est très rigolo. Et c'est vraiment ça. De voir à quel point j'essaye de penser et d'observer quelque chose et que mes pensées m'emmènent à droite, à gauche, me tiraillent et j'ai des difficultés à continuer ce que j'étais en train de faire. Comme si ma conscience n'aimait pas la monotonie. Ma respiration est très monotone. Voire à un moment, j'avais un ennui profond à observer ma respiration. Je disais inspire, expire, ouais c'est bon, on a compris quoi. Donc, inspire, expire, inspire, expire. Et d'un coup, je me mets à penser à autre chose. Pourquoi je dis ça ? Oui, ces 10 jours, pour moi, c'était comme un entraînement sportif, de la musculation. J'ai musclé ma conscience pour l'amener là où je choisis de l'amener. Si je choisis d'observer mon souffle, j'aimerais qu'elle continue d'observer mon souffle sans subir les tiraillements à droite, à gauche, du futur, du passé, de mon mental ou de mes pensées, peu importe comment on peut les appeler ou peu importe ce que c'est. Juste ce stage, cette retraite, c'était de la musculation pour moi. Et quand je suis rentrée, j'étais musclée et renforcée à bloc. Et donc j'étais au taquet de voir mes mouvements et je continue. Quand je fais la vaisselle, j'observe mes bras, je vois mes intentions. J'ai moins cassé de vaisselle parce qu'habituellement je suis assez maladroite. Depuis que je suis rentrée, là ça fait, 3 semaines, un mois, je n'ai pas perdu d'objets. Parce que souvent j'oublie des objets chez des amis, j'oublie des choses à droite à gauche. Là j'habite entre 3 appartements et du coup je navigue beaucoup avec mes affaires et j'oublie toujours quelque chose quelque part. Et là ça va. Depuis que je suis rentrée, je suis consciente que j'ai telle affaire à tel endroit, je vais à tel rendez-vous, je les prends et j'oublie moins. Et ça c'est cool. C'est vachement plus agréable de ne pas oublier ses affaires à chaque fois. Franchement ça c'est cool. Donc muscler ma conscience, ça facilite ma vie quelque part. Ça me calme. Un autre avantage que j'ai pu expérimenter, explorer et garder en rentrant, c'est le calme. Parce que pendant la retraite, j'ai subi énormément d'émotions. De la tristesse, de l'ennui, de la colère et des choses mélangées un peu entre tout ça, des émotions que j'ai du mal à nommer, plutôt désagréables, d'autres plutôt agréables. Je suis passée par tous les domaines. Et l'idée, c'était juste de les observer. Ok, là je suis en colère, j'ai envie de péter un câble, j'en ai marre d'être là, je suis dans le doute de ouf, je sais pas pourquoi je suis là, mais ça me fait chier. Et je suis en colère, et je suis assise, et concrètement je suis comme ça. À l'intérieur, ça bouillonne de ouf. J'ai envie de tout péter, de partir, prendre un. Et la consigne, c'est j'observe. Ok, sensation désagréable. Je sens une ébullition. Sensation désagréable. Ma respiration. Ok, je sens sensation désagréable.
Et au bout de quelques minutes, vraiment quelques minutes, 2 minutes, peut-être 3, je passe à une autre sensation. Ah, je m'ennuie, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de dormir. Ok, sensation d'ennui. Sensation d'ennui, j'observe et hop, elle est plus là. Mais c'est assez ouf, c'est que dès que j'observe la sensation corporelle, je sens des contractions, je sens ma respiration qui accélère, je note, hop, respiration qui accélère. Eh bien, ça évolue, ça change et ça va vers autre chose. Et à chaque fois, que ce soit agréable ou désagréable, ça bouge, c'est mouvant, c'est totalement, pas intemporel, mais inconstant, impermanent. Tout est mouvant. Et tu regardes dans la vie, rien n'est permanent. Trouve-moi une chose qui soit permanente et mets-le dans les commentaires. Pour moi, à l'heure actuelle, je n'ai trouvé rien qui soit permanent dans le monde, dans le vivant. Que ce soit les sensations, les idées, rien n'est permanent, tout bouge. Et d'en faire l'expérience, c'est génial. Parce que du coup, quand il y a un truc relou, un truc insupportable, aujourd'hui, je suis plus en confiance. Je suis là, ok, c'est désagréable. C'est la merde. Il y a ça qui se passe, c'est la merde. Je peux chialer, je peux me mettre en colère, mais je sais que ça va bouger. J'ai la conviction profonde que ce n'est pas permanent non plus. Et ça, c'est difficile à vivre, mais j'ai la confiance que ça va bouger. Et donc, je le vis mieux. Je ne vais pas m'enfoncer dans un gouffre et pour l'éternité. Je peux chialer profondément, mais je sais que ça ne sera pas pour l'éternité. Rien n'est permanent. Tout ne fait que passer. Toute énergie est faite pour circuler. Très perché, peu importe. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Je te mets le lien de Moji. Si ouais, pose-moi toutes des questions parce que en fait, je vis plein de choses et c'est difficile pour moi de revenir dans le passé et de les analyser. C'est pour ça que j'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'étais tellement dans l'instant présent que là, revenir, repenser et analyser, décrire des choses qui se sont passées dans le passé, revenir là-bas, bah, c'est moins facile. Je me suis tellement musclée. Tu sais, la meuf qui se la pète, ouais, j'ai tout compris, je suis à fond dans le moment présent, j'ai trop du mal à revenir dans le passé. Mais c'est un peu ça quand même. J'avais pas envie de repartir dans le passé parce que ça, je sais pas, c'était pas facile. Donc j'ai sûrement oublié plein de choses et j'aimerais bien répondre à tes questions parce que ça m'apporte tellement, je me sens tellement bien, en paix. Et en paix, ça veut pas dire heureuse tout le temps. Je peux être en colère contre quelque chose et être en paix avec ma colère. Je suis plus en paix avec ce qui me traverse. Et ça, c'est cool parce que avant, je pouvais ressentir des choses et être là, c'est relou, nanana, peur que ça s'éternise, peur que ça s'intensifie. Et puis la peur, c'est tout pourri, j'aime pas ressentir la peur. Et puis, c'est cool, j'aimerais bien te faire découvrir ça. Bientôt là, ah oui, il y a des nouveautés qui arrivent, des surprises, plein de surprises. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos en ce moment. C'est qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Je vais bientôt avoir un chez moi et je te décris ça dans une prochaine vidéo. En attendant, pose-moi toutes les questions les plus débiles que tu as et les plus intelligentes aussi. C'est nul. En attendant, pose-moi toutes les questions. Même si tu crois que c'est débile, c'est jamais débile. Parce qu'en fait, ce qui est ouf dans la méditation, c'est que les réponses sont souvent les plus simples. Et souvent, moi, je n'osais pas demander. Je dis, mais attends, alors juste j'observe. Bah ouais, juste j'observe. Il y a des révélations aussi qui sont tellement basiques et simples. C'est peut-être pour ça que j'en ai oublié là, sûrement.
parce que ça va de soi. Et des fois, on va chercher oui, pour être serein, il faut faire ça pendant des heures. Mais pose-moi tes questions, dis-moi tes remarques. Est-ce que toi, tu arrives à être dans le moment présent de temps en temps? Comment tu fais? Et puis voilà, j'espère te voir bientôt. Je te fais plein de bisous. Et on se voit à très très vite. Bisous. Roxy, tu fais un bisou? Oui.